La mère du roi des vampires s'effondra dans un parking, le sang formant une flaque sous les lumières fluorescentes. Ce que l'agent d'entretien ignorait, c'est que sa dernière confession le nommerait gardien d'un secret que le roi avait tué des milliers de personnes pour enterrer, et il avait maintenant 72 heures avant que toute la cour ne découvre son visage. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Marcus Webb avait perfectionné l'art d'être invisible, traversant le parking des employés de l'hôpital Saint Mercy à 23h47, avec un sac poubelle dans une main gantée et la tête baissée. Les lumières fluorescentes projetant des flaques d'un jaune maladif sur un asphalte rendu glissant par une pluie de novembre, le genre de bruine glaciale qui transperçait les vestes de travail bon marché et donnait à toute une odeur de béton mouillé et de regret, et il ne pensait à rien en particulier, ce qui était exactement comme il l'aimait, 5 années de travail d'entretien lui ayant appris qu'un esprit vide était un esprit en sécurité. Quand il trouva la femme effondrée entre une Mercedes argentée et une Toyota rouillée, son manteau de créateur étalé autour d'elle comme des ailes noires, le sang s'étalant sous elle d'une manière qui lui noua l'estomac, car il savait qu'autant de sang signifiait des minutes, pas des heures. Il laissa tomber le sac poubelle et ses clés cliquetèrent sur le pavé, tandis qu'il courait vers elle. Ses genoux heurtant l'asphalte mouillé assez fort pour se faire des bleus, et la partie clinique de son cerveau qu'il avait enterré 5 ans plus tôt en quittant son poste d'ambulancier revint soudain à la vie avec un rugissement, cataloguant les détails avec une efficacité brutale. Des blessures par perforation, 2 d'entre elles, précises et chirurgicales dans leur emplacement juste sous les côtes, le sang artériel jaillissant en giclées faiblissantes qui signifiait qu'elle était déjà en train de sombrer, sa peau trop pâle même pour quelqu'un qui se mourait, presque translucide sous la lumière crue, et quand il pressa ses mains sur les plaies pour ralentir le saignement, ses doigts en revinrent gluants et chauds, et il cherchait son téléphone de main tremblante quand elle lui saisit le poignet. Sa poigne était impossible, assez forte pour broyer ses os, assez forte pour lui faire retenir son souffle. Et quand ses yeux s'ouvrirent, ils étaient d'un gris pâle comme la glace d'hiver, et ses canines étaient trop longues, trop pointues, pressant contre sa lèvre inférieure, tandis qu'elle luttait pour parler. Et Marcus sentit la réalité basculer, car ce n'était pas possible, ce n'était pas réel, mais son sang était réel, et sa poigne était réelle, et la terreur dans ses yeux était dévastatrice de réalisme. Elle le tira plus près, son souffle râlant dans sa poitrine, et murmura en rafales rapides et désespérées qui sortirent à moitié étranglées, à moitié prières. La marque du gardien te lie au secret. Il a tué des milliers de personnes pour enterrer la vérité. Ma fille est vivante. La maison dans la forêt, cèdre et verre. Ne le laisse pas la trouver. Et Marcus essaya de se dégager parce qu'il ne voulait pas de ça. Il avait passé 5 ans à fuir les responsabilités et le danger et le poids terrible de tenir la vie de quelqu'un entre des mains inadéquates. Mais elle pressa quelque chose de petit et froid dans sa paume, un médaillon en argent, et son sang le scella à sa peau avec une chaleur qui le fit crier. Elle parlait encore, sa voix s'affaiblissant, chaque mot lui coûtant. Kieran ne doit jamais savoir. Il la tuera pour garder le trône. Tu détiens le secret maintenant. 72 heures avant qu'il ne sente mon odeur sur toi. Cache-la, s'il te plaît. Ne laisse pas Kieran devenir ce que j'ai fait de lui. Puis ses yeux perdirent leur concentration et sa poigne se desserra, et Marcus effectuait des compressions thoraciques automatiquement. Son corps se souvenant de ce que son esprit avait tenté d'oublier, comptant à voix haute d'une voix qui ne ressemblait en rien à la sienne, 30 compressions, 2 insufflations, 30 compressions, 2 insufflations. Mais il y avait trop de sang, et sa poitrine ne se soulevait pas, et quelque part au loin des sirènes hurlaient, se rapprochant, et il sut avec une certitude absolue qu'il ne pouvait pas être là quand elles arriveraient.
Il baissa les yeux sur le médaillon dans sa paume couverte de sang, petit, orné et incroyablement lourd, puis sur la femme qui venait de mourir en lui tenant le poignet, son manteau de créateur maintenant trempé de noir, son visage enfin paisible d'une manière qui la faisait paraître à la fois ancienne et jeune, et sa main brûlait là où son sang l'avait touchée. Une chaleur rampante qui se propageait de sa paume jusqu'à son poignet comme un feu invisible, et quand il la leva à la lumière, il put voir quelque chose sous sa peau, une marque qui ressemblait presque à un fer rouge, des lignes argentées formant un motif qu'il ne reconnaissait pas et ne pouvait pas comprendre. Les sirènes étaient à 2 pâtés de maison maintenant, peut-être moins, et Marcus fourra le médaillon dans sa poche et courut, ses bottes de travail éclaboussant dans les flaques et son souffle sortant en halètements saccadés. Et il ne s'arrêta de courir que 6 pâtés de maison plus loin, dans une ruelle derrière un restaurant fermé, penché en avant, les mains sur les genoux, essayant de ne pas vomir. Il se redressa lentement, tout son corps tremblant, et sortit le médaillon avec des doigts qui lui semblaient engourdis et lointains, le retournant dans la faible lumière d'un lampadaire distant. De l'argent orné, ancien d'une manière qui semblait délibérée, et quand il l'ouvrit, il trouva une photographie à l'intérieur, délavée et délicate, montrant 2 nourrissons aux yeux pâles et au visage identique, et une inscription dans une langue qu'il ne connaissait pas, bien que les chiffres soient assez clairs, 1678. Sa main palpitait au rythme de son cœur, la marque pulsant à chaque afflux de sang, et Marcus la regarda avec une horreur croissante, car il pouvait la sentir maintenant, vraiment la sentir, quelque chose de vivant et de conscient enroulé sous sa peau, le liant à un secret qu'il ne comprenait pas et au dernier souhait désespéré d'une femme morte. Il pensa à sa sœur, au visage d'Emma 5 ans auparavant quand la voiture du conducteur ivre avait dévié dans sa voie et qu'il avait été trop lent, trop tard, trop humain pour la sauver, à la façon dont il avait quitté le service d'ambulance le lendemain parce qu'il ne supportait plus de tenir d'autres vies entre ses mains. Sachant avec quelle facilité elle s'échappait, à la façon dont il avait choisi l'invisibilité et la sécurité et le petit monde prévisible du travail d'entretien de nuit, où la pire chose qui pouvait arriver était des toilettes bouchées ou un déversement à la cafétéria. Mais cette femme, cette Irina Volkov, avec sa force impossible, et ses canines trop longues, et son sang qui brûlait comme de l'acide, l'avait vue dans ce parking et l'avait choisi, marqué, lié à quelque chose dont il ne pouvait pas s'échapper. Peu importe la vitesse à laquelle il bougeait, et cette pensée lui donnait envie de crier. Il essaya de frotter la marque sur sa main, mais elle ne fit que brûler plus fort, les lignes argentées brillant faiblement dans l'obscurité, et il réalisa avec une certitude nauséeuse que cela n'allait pas disparaître, qu'il ne pouvait pas la laver, ou l'inciser, ou prétendre que cela n'était jamais arrivé, qu'il était marqué maintenant d'une manière qui allait plus profond que la peau. Au loin, il pouvait entendre plus de sirènes, et il se demanda si elles avaient déjà trouvé le corps, si elles cherchaient déjà l'homme qu'on avait vu s'enfuir de la scène, et il resserra sa veste et commença à marcher, son esprit passant en revue des options qui menaient toutes à la même conclusion. Il était dedans maintenant, quoi que ce soit, et la seule sortie était d'aller de l'avant. Le médaillon pesait lourd dans sa poche, les derniers mots de la femme morte résonnant dans sa tête comme une malédiction. 72 heures avant qu'il ne sente mon odeur sur toi, ne le laisse pas la trouver. Il a tué des milliers de personnes pour enterrer la vérité. Marcus ne savait pas qui était Kieran, ni de quel trône la femme avait parlé, ni pourquoi sa fille avait besoin d'être cachée. Mais il reconnaissait la mort quand il la voyait, et il reconnaissait le désespoir, et il reconnaissait le regard dans les yeux de quelqu'un quand on lui confiait la seule chose qui comptait le plus. Et Emma l'avait regardé de la même manière dans ces dernières secondes avant que la voiture ne la percute, comme s'il était censé la sauver, comme s'il était censé savoir quoi faire. Il lui avait fait défaut. La pensée reposait dans sa poitrine comme une pierre, froide et inamovible. Cette fois, pensa-t-il, en regardant la marque brillante sur sa main
et le médaillon dans sa paume, et la pluie tombant douce et implacable autour de lui, cette fois peut-être qu'il ne faillirait pas. C'était une pensée stupide, dangereuse et naïve, le genre de pensée qui faisait tuer les gens, mais elle s'installa néanmoins dans ses os, têtue et inamovible, et alors qu'il marchait dans les rues humides de Portland vers son appartement, Marcus Webb fit un choix. Il trouverait la fille dans la maison de la forêt, il la protégerait de qui que soit Kieran, et il ne fuirait pas cette fois, pas alors qu'une femme mourante l'avait regardé avec ses yeux pâles comme la glace et lui avait confié la vie de sa fille, même si cela devait le tuer. Marcus regagna son studio à 2h14 du matin, les mains toujours tremblantes tandis qu'il verrouillait la porte et la vérifiait 2 fois, puis une troisième fois parce que la paranoïa semblait raisonnable quand on venait de voir une femme avec des crocs mourir dans un parking, et l'endroit était exactement comme il l'avait laissé 6 heures plus tôt. Exigu et dépouillé, une seule pièce avec une kitchenette et une salle de bain de la taille d'un placard, un matelas au sol et des caisses de lait en guise de meubles. Le genre de pauvreté délibérée qui vient du désir de ne laisser aucune trace, d'être oubliable, de vivre si petit que lorsque vous disparaissez, personne ne remarque l'absence. Il alluma toutes les lumières et s'assit à la table de jeu qui lui servait de bureau, sortant le médaillon avec des doigts précautionneux, car la marque sur sa main brûlait toujours, une chaleur lente et constante qui pulsait au rythme de son cœur, et sous la lumière crue du plafonnier de l'appartement, il pouvait voir les lignes argentées plus clairement maintenant, des motifs complexes qui ressemblaient presque à de l'écriture, s'enroulant de sa paume vers son poignet en délicate spirale qui lui donnait la chair de poule. Le médaillon était plus lourd qu'il n'aurait dû l'être pour sa taille, de l'argent ancien terni et sombre, sauf là où le sang de la femme l'avait nettoyé, et quand il l'ouvrit de nouveau, la photographie à l'intérieur semblait encore plus fragile, 2 nourrissons au visage identique et aux yeux très, très pâles, le genre de pâleur qui semblait presque incolore, et l'inscription sur le côté opposé indiquait KNA 1678, les chiffres rendus dans une écriture fluide qui devait avoir 300 ans si la date était réelle. Il le retourna encore et encore dans ses mains, cherchant des réponses, mais le médaillon gardait ses secrets, et sa main continuait de brûler, et à 2h47, son téléphone s'alluma avec un texto d'un numéro qu'il ne reconnaissait pas. La citadelle de verre, 9 heures, seul, tu as touché ce qui appartenait au roi. Marcus fixa le message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne, puis jeta le téléphone à travers la pièce où il heurta le mur et tomba au sol avec un cliquetis, et il mit sa tête dans ses mains et essaya de réfléchir. La chose intelligente à faire était de fuir, de prendre le Greyhound pour Seattle ou San Francisco ou n'importe où qui n'était pas ici, mais quand il se leva, attrapa son manteau et se dirigea vers la porte, la marque sur sa main s'embrasa si fort qu'il en eut le souffle coupé, et le temps qu'il descende dans la rue et commence à marcher vers la gare routière, la chaleur était devenue une douleur, vive et aiguë, et s'aggravant à chaque pas, jusqu'à ce qu'il soit à 6 pâtés de maison de son appartement, et que la douleur soit si intense qu'il ne pouvait plus respirer et qu'il doive faire demi-tour. Le soulagement fut immédiat, la brûlure s'atténuant à une chaleur tolérable alors qu'il revenait sur ses pas. Et Marcus comprit avec une certitude nauséeuse qu'il était piégé, que la marque n'était pas seulement un fer rouge, mais une laisse. Le lion à Portland et à tout ce que la femme morte l'avait choisi pour protéger. Il remonta et passa les heures jusqu'à l'aube à faire des recherches sur son ordinateur portable, cherchant Irina Volkov, la citadelle de verre, les marques de gardiens, les vampires, tout ce qui pourrait expliquer ce qui se passait, et ce qu'il trouva fit que la peur dans sa poitrine se solidifia en quelque chose de froid et d'inamovible. Irina Volkov était réelle. Philanthrope, collectionneuse d'art, milliardaire recluse qui avait vécu à Portland pendant 40 ans et avait donné des millions aux hôpitaux, aux musées et à la préservation historique, son visage apparaissant dans exactement 3 photographies, toujours à des galas de charité, toujours légèrement floue comme si elle avait bougé juste au moment où l'obturateur s'était déclenché.
et elle avait un fils, Kieran Volkov, qui était répertorié comme PDG d'un conglomérat technologique dont Marcus n'avait jamais entendu parler, mais qui possédait apparemment la moitié de l'immobilier commercial du centre-ville de Portland. Il n'y avait qu'une seule photo de Kieran, d'un communiqué de presse datant de 5 ans, et Marcus la fixa jusqu'à ce que ses yeux lui brûlent. Un homme qui paraissait avoir peut-être 30 ans, des cheveux noirs et une peau d'une pâleur hivernale, et des yeux qui semblaient regarder à travers l'appareil photo comme s'il voyait quelque chose à des kilomètres au-delà, des pommettes saillantes et une bouche qui aurait pu être belle si elle n'était pas figée dans une ligne si froide, et la ressemblance avec le nourrisson dans le médaillon était indéniable, la même structure osseuse, les mêmes yeux troublants. À 6h30, Marcus alluma les informations et c'était là, en dernière minute, Irina Volkov retrouvée morte dans le parking de l'hôpital Saint Mercy. La police enquête. Le fils n'a pas fait de commentaires et ils montrèrent la même photo de Kieran, l'air distant et intouchable. Et Marcus pensa: il a tué des milliers de personnes pour enterrer la vérité, c'est ce qu'elle a dit, et en regardant ses yeux, il le crut. Il prit une douche, enfila les vêtements les plus propres qu'il possédait, un jean et une chemise qui n'étaient que légèrement froissés, et se regarda dans le miroir de la salle de bain et vit un homme qui avait passé 5 ans à essayer de disparaître lui renvoyer son regard, 34 ans mais en paraissant plus, le genre d'usure qui vient du chagrin, de la culpabilité et de trop de quarts de nuit, et il songea à ne pas y aller, à ignorer le texto et à rester dans son appartement jusqu'à ce que la marque le brûle vif ou qu'on vienne le traîner dehors. Mais il avait fait un choix dans cette ruelle la nuit dernière et il était apparemment trop têtu ou trop stupide pour le défaire. La citadelle de verre était au centre-ville, à 15 minutes de marche de son appartement, et Marcus était passé devant une centaine de fois sans vraiment la voir. Une banque des années 20 rénovée, tout en lignes art déco et en verre moderne, le genre de bâtiment qui semblait coûter plus cher au mètre carré que ce qu'il gagnait en un an. Et quand il franchit les portes principales à exactement 9 heures, le hall lui coupa le souffle. Tout était miroir, acier et lumière blanche et froide. Le plafond s'élevant à 3 étages au-dessus, le sol en marbre poli qui reflétait ses bottes éraflées et le faisait paraître petit et déplacé. Et il y avait des gens qui se déplaçaient dans l'espace avec le genre de grâce délibérée qui n'avait pas l'air tout à fait humaine. Des hommes et des femmes en costumes sur mesure et en robes de créateurs, tous pâles, tous se déplaçant avec une fluidité légèrement excessive, et Marcus sentit tous les yeux se tourner vers lui alors qu'il se tenait là, faisant goûter la pluie sur leur sol immaculé. Une femme s'approcha, grande et élégante dans une robe noire qui coûtait probablement plus cher que sa voiture, et elle lui sourit avec des dents qui avaient été limées en pointe, n'essayant même pas de cacher ce qu'elle était, et elle ne dit rien, lui fit simplement signe de la suivre. Ils prirent un ascenseur jusqu'au dernier étage, le silence si complet que Marcus pouvait entendre son propre cœur battre contre ses côtes, et le reflet de la femme dans les parois en miroir de l'ascenseur était légèrement faux, légèrement translucide, là mais pas tout à fait solide, et Marcus garda les yeux sur les numéros d'étage qui défilaient vers le haut parce que la regarder lui donnait mal à la tête. Le dernier étage était un immense bureau, avec des fenêtres allant du sol au plafond, surplombant l'horizon pluvieux de Portland, et l'homme assis derrière le bureau en verre noir était Kieran Volkov, et il était parfaitement immobile d'une manière que les êtres vivants ne devraient pas être, sans agitation, ni respiration, ni mouvement inconscient, juste une immobilité absolue et contrôlée. Et quand il leva les yeux vers Marcus, ses yeux étaient du même gris pâle que ceux de sa mère, du même gris pâle que ceux des nourrissons dans le médaillon, et Marcus sentit la marque sur sa main s'embraser de reconnaissance. Kieran ne dit rien pendant un long moment, se contentant d'étudier Marcus avec une intensité qui donnait l'impression d'être disséqué, puis « Tu as été la dernière personne à toucher ma mère, son odeur est partout sur toi, dis-moi ce qu'elle a dit. » Sa voix était calme, contrôlée et absolument certaine. Et Marcus ouvrit la bouche pour mentir,
pour dire qu'il l'avait juste trouvée déjà morte, qu'il ne savait rien. Mais la marque sur sa main s'enflamma d'une chaleur si intense qu'il haleta, et les mots moururent dans sa gorge, l'étouffant, et l'expression de Kieran changea. Quelque chose comme de la compréhension vacillant sur son visage, avant que le masque de contrôle ne se remette en place. « Elle t'a marqué », dit Kieran, se penchant légèrement en avant. « Un lien de gardien. Cela signifie qu'elle t'a confié quelque chose que je n'ai pas le droit de savoir. » Et sa voix était tombée à un murmure à peine audible, dangereux et fasciné. Qu'est-ce qu'elle m'a caché? Marcus essaya de retenir les mots, mais ils sortirent quand même, forcés par la compulsion de la marque. Elle a dit que tu tuerais pour garder le trône. La température dans la pièce chuta si vite que Marcus put voir son souffle, et Kieran se leva, se déplaçant avec cette grâce inhumaine, et se dirigea vers la fenêtre, son reflet net dans la vitre, plusieurs versions de lui apparaissant dans les murs en miroir, et quand il parla, sa voix était toujours parfaitement contrôlée. Elle n'avait pas tort. Marcus sentit la peur monter, froide dans sa poitrine, mais il tint bon parce que fuir n'était plus une option, littéralement, et Kieran se retourna pour lui faire face avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement dans ses yeux pâles. « Les marques de gardien sont de la magie de l'ancien monde, » dit-il en se rapprochant. « Incassable. Tu ne peux pas me mentir sur ce qu'elle a protégé. Tu ne peux pas fuir. Et si tu essaies de le dire à quelqu'un d'autre, la marque arrêtera ton cœur. Alors nous sommes liés maintenant, toi et moi. N'est-ce pas charmant? » Il se pencha si près que Marcus put sentir l'ozone et le vieux papier et quelque chose de métallique, et Marcus se força à ne pas reculer. « Je n'ai pas demandé ça, dit-il, et Kieran rit. Un rire sec et amer. Moi non plus, mais ma mère t'a choisi, ce qui signifie que tu es soit incroyablement digne de confiance, soit incroyablement sacrifiable. Nous avons 72 heures pour découvrir laquelle des deux options est la bonne. » Il retourna à son bureau et s'assit, cette immobilité parfaite revenant, et désigna une chaise en face de lui. « Assieds-toi, nous avons des choses à discuter. » Et Marcus s'assit, parce que quoi d'autre allait-il faire? Et il regarda le roi vampire qui avait tué des milliers de personnes, et pensa au médaillon dans sa poche et au secret qu'il était lié à protéger, et se demanda lequel d'entre eux craquerait en premier. Le bureau était silencieux, à l'exception du faible bruit de la pluie contre les fenêtres, et Marcus pouvait se voir reflété sur chaque surface en miroir, petit, humain et complètement dépassé, et Kieran l'observait avec ses yeux de prédateur et dit « Dis-moi tout ce qu'elle a dit, chaque mot, et n'oublie rien. » Et Marcus sentit la marque le contraindre à parler et réalisa avec une clarté horrible qu'il n'avait pas le choix, que le lien fonctionnait dans les deux sens, qu'il était piégé dans cette pièce avec cette créature qui le regardait comme un problème à résoudre ou à éliminer, et tout ce qu'il pouvait faire, c'était parler. Alors il le fit. La négociation dura des heures. Marcus assis dans ce bureau au mur de miroir, tandis que Kieran tournait autour de lui comme un prédateur, essayant de déterminer si la proie valait l'effort, posant des questions de cette voix calme et contrôlée, sondant les faiblesses, testant les limites de ce que la marque du gardien obligerait ou non Marcus à révéler. Et Marcus apprit que la marque fonctionnait de manière étrange. Il ne pouvait pas mentir directement sur le secret, mais il pouvait refuser de répondre, pouvait rester silencieux même si la chaleur montait dans sa paume, et la douleur était supportable s'il se concentrait sur le visage d'Emma, sur la promesse qu'il avait faite à une femme mourante dans un parking, et finalement Kieran cessa de demander et commença à marchander. Une protection contre l'examen de la cour en échange de la vérité, une alliance temporaire jusqu'à ce qu'il puisse déterminer ce qu'Irina avait réellement caché et pourquoi. Et Marcus accepta, parce que quel choix avait-il, piégé dans cette ville par une magie qu'il ne comprenait pas, lié à un secret qui pourrait le faire tuer. Et d'ailleurs, pensa-t-il en regardant le visage soigneusement contrôlé de Kieran, le roi des vampires voulait savoir ce que sa mère lui avait caché assez fort pour négocier avec un agent d'entretien humain, ce qui signifiait que Marcus avait plus de poids qu'aucun d'eux n'était à l'aise avec. À 16 heures,
Kieran passa un appel, 3 mots dans une langue que Marcus ne reconnut pas, et 20 minutes plus tard, une voiture noire arriva dans le garage souterrain de la citadelle, le chauffeur silencieux derrière des vitres teintées, et Kieran dit « Montre-moi ». Alors Marcus sortit le médaillon et regarda l'expression de Kieran se fracturer un instant quand il vit la photographie, 2 nourrissons aux yeux pâles identiques, avant que le masque ne se remette en place. L'inscription, dit Marcus en montrant les lettres gravées. K et A, 1678. Ta mère a dit la maison de la forêt, cèdre et verre. Et Kieran prit le médaillon avec des doigts précautionneux et le fixa comme s'il pouvait exploser. Et quand il parla enfin, sa voix était plus douce que Marcus ne l'avait entendue. J'avais une sœur, elle était mort-née. Ma mère m'a dit qu'elle était morte le jour même de notre naissance, et Marcus le regarda retourner le médaillon encore et encore dans ses mains et pensa à ce que ça devait faire de découvrir que toute son histoire était un mensonge. Ils roulèrent vers l'est dans les contreforts des cascades, 90 minutes de silence tendu, rompus seulement par le bruit de la pluie sur le toit de la voiture et les indications occasionnelles de Marcus, qui naviguait à partir de fragments à moitié mémorisés de ce qu'Irina avait murmuré. Routes forestières, cèdres centenaires, une maison qui semblait pousser à même les arbres. Et la marque sur sa main devint plus chaude à mesure qu'ils se rapprochaient. Une boussole pointant vers ce qu'il était lié à protéger. Et quand ils tournèrent enfin sur un chemin de gravier non balisé qui serpentait à travers d'immenses cèdres, Marcus sut qu'ils étaient proches. La maison apparut à travers les arbres comme quelque chose sorti d'un rêve, exactement comme Irina l'avait décrite. Un revêtement en cèdre vieilli gris argenté, des murs de verre qui brillaient d'une lueur dorée dans le crépuscule naissant, une cheminée en pierre d'où s'échappait une fine fumée qui sentait le bois de pommier. Et elle était entourée d'une forêt si dense que la pluie tombait en douces gouttes de la canopée au-dessus au lieu de l'averse violente qu'ils avaient traversée. Et à travers les fenêtres, Marcus pouvait voir une jeune femme se déplaçant dans une cuisine, la vingtaine peut-être, les cheveux noirs attachés en un chignon désordonné, portant un jean et un pull trop grand, et elle cuisinait quelque chose, riant de quelque chose sur son téléphone, complètement ordinaire et complètement inconsciente. Kieran sortit lentement de la voiture, se déplaçant comme dans un rêve ou un cauchemar, et Marcus le suivit, observant le visage du roi des vampires, alors qu'il fixait la maison, la femme visible à travers les fenêtres éclairées, et Marcus vit le moment exact où Kieran la reconnut. Tout son corps se raidit, sa main s'étendant pour agripper l'arbre le plus proche comme s'il avait besoin de quelque chose de solide pour le maintenir debout, et sa voix, quand il parla, était à peine audible par-dessus le bruit de la pluie gouttant à travers les branches. C'est impossible, ma sœur est morte. En 1678, mort-née, ma mère a tenu son corps et a pleuré, et nous l'avons enterrée dans la crypte familiale. J'étais là. Marcus sortit à nouveau le médaillon, l'ouvrit, le tint là où Kieran pouvait voir la photographie. 2 nourrissons, dit-il doucement, et Kieran le prit avec des mains tremblantes, et Marcus regarda 300 ans de certitude se briser sur son visage comme du verre. Ma mère m'a dit que j'étais le seul, dit Kieran, sa voix vide, le seul héritier. La cour ne m'aurait jamais accepté s'ils avaient su qu'il y avait une autre option, s'ils avaient su que la lignée s'était divisée. Et il s'arrêta, pressa sa paume contre le cèdre assez fort pour que l'écorce se fissure sous ses doigts. Elle a caché ma sœur pendant 300 ans. Elle m'a laissé croire que j'étais seule. Elle a tout construit sur ce mensonge. À l'intérieur de la maison, la femme posa son téléphone et remua quelque chose sur la cuisinière, en fredonnant, et Marcus pouvait voir la structure osseuse de Kieran sur son visage, la coloration d'Irina dans ses cheveux noirs, et elle se déplaçait avec une grâce humaine facile, aucune immobilité surnaturelle, aucune conscience prédatrice. Juste une femme normale préparant le dîner dans sa maison chaleureuse, tandis que la pluie tombait doucement autour d'elle. Et Marcus pensa, elle n'a aucune idée de ce qu'elle est, aucune idée de ce qui est en jeu. L'expression de Kieran changeait.
Le choc cédant la place à quelque chose de plus froid, de plus calculateur, et Marcus sentit son estomac se nouer parce qu'il reconnaissait ce regard. Il l'avait vu à la citadelle de verre quand Kieran avait dit que sa mère n'avait pas tort de penser qu'il tuerait pour garder le trône. Si la cour apprend que j'ai une sœur vivante, dit lentement Kieran, fixant toujours la maison, ils déclareront la succession invalide. Ils diront que ma mère a menti sur la lignée, corrompu l'héritage. Ils l'exécuteront pour effacer les preuves et installeront quelqu'un d'autre, quelqu'un d'une des familles aînées, qui attendent depuis des siècles que les Volkov montrent une faiblesse. Et il se tourna pour regarder Marcus avec ses yeux pâles de prédateur. Tu comprends ce que je dois faire. Marcus s'interposa entre Kieran et la maison, le cœur battant à tout rompre mais les pieds fermement plantés, et dit « Tu ne la touches pas », et les yeux de Kieran devinrent rouges, un rouge éclatant comme des braises dans le crépuscule, et il dit « C'est une menace pour tout ce que j'ai construit », et Marcus rétorqua « C'est ta sœur », et Kieran rit, un rire sec et amer. « Je n'ai pas de sœur, j'ai un trône. » La marque sur la main de Marcus s'enflamma d'une chaleur si intense qu'il haleta, tombant à genoux, et l'expression de Kieran changea, la colère remplacée par quelque chose comme de la compréhension, et il s'accroupit à côté de Marcus, étudiant les lignes argentées brillantes sur sa paume avec une horreur fascinée. La marque est liée à sa vie, dit lentement Kieran. Si je la tue, ça te tue. Et il rit de nouveau, plus doucement cette fois, presque avec admiration. Le dernier coup de ma mère, elle s'est assurée que je ne pourrais pas effacer ça sans avoir du sang sur les mains que je regretterais vraiment. Elle me connaissait assez bien pour savoir que je ne me soucierais pas de tuer un étranger, mais elle a parié que je me soucierais de tuer l'homme qu'elle a choisi de croire, l'homme qu'elle a lié à la survie de sa fille, malin, vicieux, exactement comme elle. Marcus se releva, la douleur dans sa main s'atténuant mais ne disparaissant pas, et il regarda Kieran et vit quelque chose de brut et de brisé sous le masque froid, vit un homme qui venait de découvrir que toute son identité était construite sur des mensonges. Et il dit doucement « Sais-tu ce qu'il faut pour maintenir une cour de vampires unie ?» Et la voix de Kieran était dure. « Du sang, de la peur et une certitude absolue. Je suis le roi parce que je suis le seul héritier. Enlève ça, et je ne suis qu'un autre prédateur avec une couronne, juste un autre monstre jouant à la civilisation. » Et Marcus sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine, parce qu'il entendait la vérité sous les mots, entendait la peur et la solitude et le besoin désespéré de contrôle. Et il dit « Alors peut-être que tu ne devrais pas être roi. » Le silence qui suivit ne fut rompu que par le bruit de la pluie et le fredonnement de la femme à l'intérieur de la maison, et Kieran se tenait parfaitement immobile, son reflet net sur les murs de verre de la maison, et quand il parla enfin, sa voix était brute. « Tu ne comprends pas ce que tu me demandes d'abandonner. J'ai passé 3 siècles à construire ça, à maintenir la paix, à empêcher les anciennes familles de s'entre-déchirer, et sans la certitude absolue de mon droit de régner, tout s'effondre, les humains meurent, les vampires meurent, tout ce pourquoi ma mère s'est sacrifiée, tout ce pourquoi j'ai tué, tout devient insignifiant. » Marcus pensa à Emma, à la sœur qu'il avait perdue parce qu'il avait été trop lent et trop humain, à 5 ans passés à fuir la responsabilité et le danger. Et il regarda ce roi vampire qui envisageait d'assassiner sa propre sœur pour conserver le pouvoir, et il sentit la colère brûler à travers la peur. « Je ne demande pas, dit-il, je te le dis, tu ne la tues pas. Trouve un autre moyen. » Et les yeux de Kieran devinrent à nouveau rouges, mais Marcus ne recula pas, ne détourna pas le regard, et quelque chose dans l'expression de Kieran se fissura. Ils se tinrent là dans l'obscurité grandissante, à 50 pieds de la maison où la sœur de Kieran vivait dans une sécurité chaleureuse et inconsciente. Et Marcus regarda le roi des vampires se débattre avec un choix qui aurait dû être simple, qui aurait été simple pour quiconque avec un reste d'humanité. Et il réalisa,
avec une clarté froide, que Kieran pourrait vraiment le faire, pourrait vraiment choisir le pouvoir plutôt que la famille, pourrait tuer sa propre sœur et Marcus aussi juste pour garder le trône. Et la marque brûlait de façon constante et chaude contre sa paume, comme si elle essayait de lui dire quelque chose, comme si elle disait « C'est le moment, c'est là que tout change, choisis avec soin. » À l'intérieur de la maison, la femme éteignit le feu et porta sa casserole à la table, fredonnant toujours. Et Marcus pensa « Elle mérite de savoir, mérite de comprendre ce qu'elle est et le danger qu'elle court, mérite mieux que de mourir, parce que sa mère gardait des secrets et que son frère valorise une couronne plus que le sang. » Et il ouvrit la bouche pour le dire quand Kieran bougea enfin, se détournant de la maison, les épaules tendues par la tension, et quand il parla, sa voix était calme et vaincue. « Nous rentrons, nous ne lui disons rien pour l'instant. Nous trouvons un moyen de la protéger sans tout détruire. » Et Marcus sentit la chaleur de la marque s'atténuer légèrement, comme si elle approuvait ce répit temporaire, et il hocha la tête parce que c'était mieux que l'alternative, mieux que de rester là à regarder Kieran faire le mauvais choix. Ils remontèrent dans la voiture sans parler, et alors qu'ils s'éloignaient, Marcus regarda une dernière fois la maison, les lumières chaudes et la femme visible à travers les fenêtres, en sécurité pour l'instant, ignorante pour l'instant, et il pensa « Je ne te laisserai pas la tuer, peu importe ce que ça me coûte. J'ai déjà échoué avec une sœur, je n'échouerai pas avec une autre. » Et à côté de lui, Kieran était assis, rigide et silencieux, regardant la forêt sombre défiler. Et Marcus se demanda si le roi des vampires pensait la même chose, si une petite partie de lui qui se souvenait d'être humain luttait contre 3 siècles de calculs impitoyables, si peut-être, juste peut-être, il lui restait assez d'humanité pour choisir différemment. Ils retournèrent à Portland dans un silence si épais qu'il en était suffocant. Marcus, observant la forêt sombre céder la place aux lumières de l'autoroute, puis aux rues de la ville, Kieran assis rigide à côté de lui, et aucun d'eux ne parla jusqu'à ce que la voiture entre dans le garage souterrain de la citadelle et que Kieran dise sans le regarder « Tu restes ici, aile sécurisée, pour ta protection. » Et Marcus sut que c'était une assignation à résidence, mais il savait aussi qu'il n'avait pas le choix. Alors, il suivit l'escorte silencieuse à travers des couloirs aux murs de miroirs jusqu'à une chambre qui ressemblait à une suite d'hôtels de luxe, si les suites d'hôtels de luxe n'avaient pas de fenêtres, des caméras de surveillance dans chaque coin et des portes qui se verrouillaient de l'extérieur. La chambre avait des meubles chers, un éclairage doux et tout ce dont il pouvait avoir besoin, sauf la liberté. Et Marcus s'assit sur le bord du lit, la tête entre les mains, et pensa à la femme dans la maison de la forêt, à Anna, à la façon dont elle avait l'air si paisible en préparant le dîner dans sa cuisine chaleureuse, complètement inconsciente que son existence était une condamnation à mort, et la marque sur sa paume pulsait de manière constante et insistante, comme pour lui rappeler « C'est ce que tu es lié à protéger. C'est pourquoi tu ne peux pas fuir. C'est le choix que tu as fait dans ce parking il y a 3 nuits. » Il essaya de dormir, mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage d'Emma, juste avant que la voiture ne la percute. Il voyait Irina mourir sur le pavé mouillé. Il voyait l'expression de Kieran quand il avait réalisé que sa sœur était vivante. Ce terrible moment de choc, de chagrin et de calcul. Et à 8 heures du matin, quand quelqu'un lui apporta le petit déjeuner sur un plateau, il mangea sans rien goûter et se demanda ce qu'il était censé faire maintenant. À 10 heures, il entendit des voix dans le couloir devant sa chambre, le ton contrôlé de Kieran et quelqu'un d'autre, une voix de femme qui sonnait comme de la soie sur de l'acier, et Marcus pressa son oreille contre la porte et capta des fragments. Mort inhabituelle, poison qui arrête la guérison, très sophistiqué, très délibéré, et puis « J'ai entendu dire que tu es distrait par un humain, Kieran. » La cour l'a remarqué, et la réponse de Kieran trop basse pour être entendue, mais la femme rit, un rire froid et sec. Quand les voix s'estompèrent, Marcus essaya la porte et la trouva déverrouillée,
Alors il suivit le bruit des pas et trouva Kieran seul dans son bureau, regardant la ville trempée de pluie, et quand Marcus entra, Kieran ne se retourna pas. C'était l'aîné Cassia, dit-il, sa voix plate, 600 ans, membre du conseil, une des vieilles familles qui attendent que les Volkov montrent une faiblesse depuis avant ma naissance. Elle est venue offrir des condoléances qui ressemblaient à des menaces. Le vote de succession est demain à minuit. La cour attend de la clarté. Pas de questions en suspens. Ta mère gardait trop de secrets. Tu n'es pas ta mère. Et il se tourna enfin pour faire face à Marcus. Ils savent que quelque chose ne va pas. S'ils découvrent l'existence de ma sœur avant que je puisse assurer ma position, ils agiront contre nous deux, contre nous trois. Marcus sentit la colère monter, brûlante dans sa poitrine, et dit « Alors dis-le lui, mets-la en sécurité. Elle mérite de savoir ce qui l'attend. » Et l'expression de Kieran se durcit. Elle est humaine. Elle a vécu une vie normale. Lui dire qu'elle est la jumelle d'un vampire la fera soit tuer, soit détruire cette vie. Dans les deux cas, elle perd. Nous la protégeons en la gardant dans l'ignorance. Ils se disputèrent pendant 1 heure, Marcus insistant sur le fait qu'Anna avait droit à la vérité, Kieran maintenant que l'ignorance était la seule véritable protection qu'il pouvait offrir, et cela ne mena nulle part. Tous deux parlant sans s'écouter, jusqu'à ce que Marcus soit épuisé et furieux, et que Kieran ait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Et finalement, Marcus retourna dans sa cage dorée et s'assit dans le silence, pensant au choix, aux conséquences et à la manière dont les gens se convainquaient que les mensonges étaient une forme de gentillesse. À 21 heures, il sortit son téléphone et réalisa qu'il avait toujours du réseau, que Kieran n'avait pas pensé à le confisquer ou avait peut-être choisi de ne pas le faire. Et il composa le numéro qu'il avait obtenu de l'annuaire cet après-midi. A. Volkov, route forestière, et il appela avant de pouvoir se raisonner. Le téléphone sonna 3 fois, puis une voix de femme répondit, chaleureuse et légèrement confuse. « Allô ?» Marcus prit une profonde inspiration et dit « Est Anna ?» Et elle dit « Oui, qui est-ce ?» Et il dit « Je m'appelle Marcus. Vous ne me connaissez pas, mais j'ai besoin que vous soyez prudente, verrouillez vos portes, ne faites pas confiance aux étrangers. » Et il y eut une longue pause avant qu'elle ne dise « Est-ce une sorte de farce ?» Et Marcus dit « J'aimerais que ce le soit. Je ne peux pas tout expliquer maintenant, mais s'il vous plaît, soyez juste prudente. » Et sa voix, quand elle répondit, était plus basse, plus sérieuse. « Avez-vous des ennuis? Avez-vous besoin d'aide? » Et Marcus sentit quelque chose se briser dans sa poitrine à la gentillesse de ces mots, au fait que le premier instinct d'une étrangère était d'offrir de l'aide au lieu de raccrocher. Il dit « Promettez-moi juste que vous serez prudente. » Et elle dit « D'accord, je le promets. » Puis après une pause. « Merci de m'avoir prévenu, qui que vous soyez. » Et Marcus raccrocha avant de pouvoir dire quoi que ce soit d'autre qu'il regretterait. Il se retourna et Kieran se tenait dans l'embrasure de la porte, parfaitement silencieux, et son expression était indéchiffrable. « Tu n'avais pas le droit, » dit Kieran, sa voix tendue de fureur contenue, et Marcus rétorqua. « Elle a le droit de savoir que quelqu'un veille sur elle, » et le contrôle de Kieran se fissura, sa voix s'élevant. « J'ai passé 300 ans à veiller sur elle sans qu'elle sache que j'existais. Ma mère m'a dit qu'elle était morte, et je l'ai pleurée. J'ai pleuré une sœur que je n'ai jamais connue. Sais-tu ce que ça fait de découvrir que tu as pleuré un mensonge, de découvrir que tout ce qu'on t'a raconté sur ta propre histoire était une fiction soigneusement construite? » Il se tourna vers la fenêtre, son reflet net dans la vitre, de multiples versions de lui visibles dans les murs en miroir, et quand il parla de nouveau, sa voix était brute. « Je ne sais pas comment être le frère de quelqu'un. Je ne sais pas comment laisser les gens entrer. Ma mère m'a appris que l'amour est une faiblesse. Chaque allié est un futur ennemi. J'ai régné de cette façon pendant 300 ans. » Marcus dit doucement, « Et tu es sacrément malheureux. » Et Kieran rit, amer et brisé. « Oui. » Ils restèrent là en silence.
Marcus observant le reflet de Kieran dans la fenêtre, voyant toutes les fissures dans son contrôle soigneusement construit, et Marcus pensa à la solitude, aux différentes manières dont les gens construisaient des murs pour survivre, et il dit « Commence par ne pas la tuer, c'est un bon premier pas. » Et les épaules de Kieran furent secouées par quelque chose qui aurait pu être un rire ou un chagrin. À 2 heures du matin, les alarmes se mirent à hurler, assez fort pour réveiller tout le bâtiment. Et Marcus sortit de sa chambre en titubant pour trouver Kieran déjà dans le couloir, se déplaçant avec cette vitesse inhumaine, et il dit « Niveaux inférieurs, quelqu'un a forcé les coffres, et Marcus le suivit, descendant, 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 à travers des couloirs de pierre froide, qui sentèrent la poussière, le fer et le vieil argent, les lumières de secours projetant tout en rouge vif. Et quand ils atteignirent le niveau des coffres, la lourde porte était grande ouverte, l'acier déchiré comme du papier, et à l'intérieur des rangées de classeurs, un tiroir était vide, son contenu éparpillé sur le sol à l'exception d'un dossier qui avait tout simplement disparu. Kieran s'immobilisa de cette manière qui signifiait qu'il réfléchissait vite et que rien n'était bon, et il ramassa une note qui avait été épinglée au tiroir vide avec un couteau, et Marcus lut par-dessus son épaule. 1678, jumelles. La cour le saura avant l'aube. Écrit avec ce qui ressemblait à du sang, encore humide et brillant sous les lumières de secours. Cassia, dit Kieran, sa voix plate et certaine, elle force la révélation pour me déstabiliser avant le vote. Elle devait savoir ou soupçonner. Elle attend une opportunité comme celle-ci depuis des décennies, et il froissa la note dans son poing. Nous avons moins de 24 heures. Marcus dit « Alors disons-leur d'abord, contrôlons le récit, prenons les devants. » Et Kieran secoua la tête. Si j'admets que je savais et que je l'ai caché, ils verront ça comme une faiblesse et une tromperie, si je prétends que je viens de le découvrir. Ils se demanderont pourquoi ma mère a menti, et si toute ma lignée est corrompue, dans les 2 cas, je perds. Et Marcus termina pour lui. Dans les 2 cas, tu perds le trône, mais peut-être qu'Anna vit. Kieran le regarda comme s'il voyait quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant, ses yeux pâles scrutant le visage de Marcus, et il dit « Pourquoi t'en soucies-tu? Tu n'as pas demandé ça. La marque te fait la protéger, mais tu choisis de me protéger aussi. Pourquoi? » Marcus pensa à Emma, à la sœur qu'il avait perdue parce qu'il avait été trop lent, trop humain et trop putain d'inutile, à 5 ans passés à fuir la responsabilité, le danger et le poids de la vie des autres, et il dit « Parce que je sais ce que c'est de perdre sa famille et de ne rien faire, je ne referai pas ça. » Le silence qui suivit parut lourd et significatif, et l'expression de Kieran passa par des émotions trop rapides pour que Marcus puisse les suivre avant de se fixer sur quelque chose qui ressemblait presque à de l'émerveillement, presque à de la peur, et quand il parla, sa voix était calme. « J'ai tué pour moins que ce que tu viens de faire. La contacter sans permission est une violation directe de tous les accords que nous avons conclus. » Et Marcus dit « La décence humaine, ouais, essaie un jour. » L'aube commençait à poindre à travers les murs de verre de la citadelle, une lumière gris pâle qui donnait à tout un air délavé et fragile. Et il se tenait dans le coffre violet, entouré de 3 siècles de secrets soigneusement gardés, et Kieran dit « Je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment la choisir, elle, plutôt que le trône. Je ne sais pas comment croire qu'il y a une autre voie. » Et Marcus entendit la vérité sous les mots, entendit le plaidoyer désespéré pour que quelqu'un lui montre que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, que la connexion n'était pas un suicide, que peut-être, après 300 ans d'isolement, il pouvait choisir différemment. De retour dans la maison forestière d'Anna, elle était assise à sa table de cuisine avec une tasse de thé, regardant la lumière de l'aube filtrer à travers les cèdres, pensant à l'étrange appel téléphonique de l'homme nommé Marcus, qui l'avait avertie d'être prudente, et elle sentit cette vieille solitude familière s'agiter dans sa poitrine, le sentiment qu'elle avait toujours été légèrement déplacée dans le monde, légèrement déconnectée de tous ceux qui l'entouraient,
comme s'il lui manquait quelque chose de fondamental que tout le monde semblait avoir, et l'inquiétude de l'étranger avait touché quelque chose de profond et de douloureux, l'avait fait se sentir vue d'une manière qu'elle ne pouvait pas tout à fait expliquer. Elle ne savait pas pourquoi elle lui faisait confiance, ne savait pas de quel danger il l'avertissait, mais elle verrouilla ses portes quand même et se fit une note mentale d'être plus prudente, et elle regarda son reflet dans la vitre de la fenêtre et se demanda, non pour la première fois, s'il y avait quelque chose en elle qui attirait les ennuis, quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir mais que les autres pouvaient. Et elle finit son thé et essaya de se débarrasser du malaise. À la citadelle, Marcus et Kieran retournèrent au bureau de Kieran et s'assirent l'un en face de l'autre alors que la ville se réveillait autour d'eux, et Kieran dit « Le vote de succession a lieu ce soir à minuit. Le conseil se réunira dans la salle de cérémonie. Les 12 aînés, si Cassia révèle ce qu'elle sait avant que je puisse trouver un moyen de protéger ma sœur, alors tout s'effondre. » Et Marcus dit « Alors nous trouvons un moyen. Nous avons 18 heures. » Et Kieran rit, épuisé et presque sincère. Tu fais comme si c'était simple. Et Marcus dit c'est simple. Tu l'as choisi. Tu choisis la famille plutôt que le pouvoir. Le reste n'est que détails. Ils passèrent la journée à planifier, à se disputer, à essayer de trouver un scénario où tout le monde survivrait et où la cour ne s'entredéchirerait pas. Et Marcus regarda le contrôle soigné de Kieran s'effilocher peu à peu, alors que la réalité de la situation s'imposait, le regarda faire les 100 pas, calculer et finalement s'asseoir, la tête entre les mains, et Marcus pensa. Il est terrifié. Il a passé 3 siècles à construire cette existence parfaite et contrôlée, et tout s'effondre, et il ne sait pas comment être autre chose que le roi. Et quelque chose dans la poitrine de Marcus se serra, parce qu'il reconnaissait cette peur, ce besoin désespéré de s'accrocher à une identité même quand cette identité vous tuait. À midi, Kieran le regarda et dit « Si ça tourne mal, s'ils viennent la chercher, promets-moi que tu la sortiras de là, que tu la mettras en sécurité. Utilise la marque si tu dois le faire, fais-la fuir. » Et Marcus dit « Je le promets. » Et Kieran hocha la tête une fois. Un geste sec et final, et Marcus réalisa qu'il venait de conclure un pacte, que Kieran lui confiait la seule chose qui comptait plus que le trône, même s'il ne pouvait pas encore l'admettre. Les heures s'écoulèrent lentement, la marque sur la main de Marcus pulsant de manière constante comme un battement de cœur, et à l'approche de minuit, ils se préparèrent pour le vote de succession, sachant que quoi qu'il arrive dans les prochaines heures, tout changerait, soit pour sauver Anna, soit pour les condamner tous. Et Marcus regarda Kieran de l'autre côté du bureau et pensa. Il est en train de choisir. Il choisit enfin l'humanité plutôt que le pouvoir. Il ne le sait juste pas encore. Kieran se tenait dans la salle de cérémonie à 22h30 et sentait le poids de 3 siècles peser sur ses épaules. La pièce inchangée depuis 1874, des murs de pierre circulaire recouverts de miroirs argentés qui reflétaient et multipliaient tout jusqu'à ce qu'il soit impossible de dire combien de personnes étaient réellement présentes. Et l'air sentait le vieil encens, la pierre encore plus vieille et la légère odeur métallique de sang qui avait imprégné le sol au cours de centaines d'années de politique vampirique. Les 12 aînés étaient assis en demi-cercle, d'anciens prédateurs en costumes coûteux, et Kieran reconnaissait chaque visage, connaissait chaque alliance, chaque rancune et chaque ambition, avait passé des décennies à apprendre à les lire, à les anticiper et à garder 3 coups d'avance, et maintenant il se tenait au centre de leur examen, sachant que tout ce qu'il avait construit reposait sur le fil du rasoir. Marcus se tenait contre le mur en tant que témoin, la marque du gardien étant sa seule accréditation, et Kieran pouvait sentir la présence stable de l'humain comme une ancre, comme quelque chose de solide dans un monde devenu soudainement instable, et il pensa « Il ne devrait pas être ici. Il aurait dû fuir dès que je lui en ai donné l'occasion, mais il est resté. Il choisit de rester. » Et ce choix signifiait quelque chose que Kieran n'avait pas le temps d'examiner. L'aînée Cassia se leva à 23 heures précises.
600 ans et belle de la manière dont les prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire sont beaux, tout en arête vive et en certitude froide, et elle commença par les formalités traditionnelles, honorant la mémoire et l'héritage d'Irina. Parlant de continuité, de tradition et de la confiance sacrée du leadership, et Kieran écoutait d'une oreille distraite, tandis que l'autre moitié calculait des stratégies de sortie, des scénarios de contrôle des dommages et les manières dont cela pourrait tourner catastrophiquement mal. Puis Cassia frappa, sa voix tranchant à travers les plaisanteries cérémonielles comme une lame. Avant de confirmer la succession, la Cour a découvert la preuve d'une complication dans la lignée Volkov, et elle désigna les murs en miroir où des images apparurent soudainement, projetées de quelque part, les archives privées d'Irina, étalées sur chaque surface réfléchissante, des certificats de naissance, des dossiers médicaux, des photographies, 2 nourrissons aux yeux pâles identiques et l'adresse actuelle d'Anna imprimée en lettres noires et austères. La salle éclata, les voix se chevauchant dans l'indignation et l'accusation, et Kieran entendit les mots. Cacher un héritier, mentir à la cour, faiblesse, tromperie, compromis. Et il se tenait parfaitement immobile au centre du chaos, regardant son monde soigneusement construit s'effondrer en temps réel, regardant 300 ans de contrôle s'évaporer comme de la fumée. Cassia laissa le bruit monter avant de lever la main pour demander le silence, et quand elle parla de nouveau, sa voix était de la soie sur de l'acier. Kieran Volkov a caché l'existence d'un héritier vivant, sa sœur jumelle, entièrement humaine, une dilution de notre lignée et une trahison de la confiance de la cour. Et elle marqua une pause pour que cela s'imprègne avant de continuer. Je demande la récupération immédiate et l'exécution d'Anna Volkov pour préserver l'intégrité de la lignée. La fille est un passif que nous ne pouvons pas nous permettre. Kieran sentit quelque chose de froid et de final s'installer dans sa poitrine, sentit les vieux calculs familiers commencer. Comment minimiser les dommages? Comment garder le trône? Comment survivre à cela avec son pouvoir intact? Et la réponse était simple, brutale, évidente, sacrifier Anna, plaider l'ignorance, blâmer la tromperie de sa mère, transformer cela en une opportunité de démontrer sa force et sa détermination, et il ouvrit la bouche pour faire exactement cela quand il croisa le regard de Marcus de l'autre côté de la pièce. L'humain le regardait avec une expression que Kieran ne pouvait pas tout à fait lire, quelque chose entre l'espoir et l'horreur, comme s'il assistait à un choix en train de se faire en temps réel et ne pouvait pas détourner le regard. Et Kieran pensa à la maison de la forêt, à Anna cuisinant le dîner dans une lumière dorée et chaleureuse, à Marcus s'interposant entre eux et disant « Tu ne la touches pas », à 300 ans de solitude et au poids terrible d'être le seul, toujours le seul, et il pensa « Je suis tellement fatigué d'être seul ». Il se leva, et la salle se tut, chaque œil de prédateur fixé sur lui, attendant de voir de quel côté il allait craquer, et Kieran dit « Ma mère a caché ma sœur pour la protéger exactement de ça. Anna est humaine. Elle ne représente aucune menace pour aucun d'entre vous. Elle ne sait même pas ce qu'elle est. » Le sourire de Cassia était mince et triomphant. Alors, c'est un passif. Les lignées humaines diluent notre pouvoir. La tromperie de votre mère prouve que la lignée Volkov est compromise. Retire-toi, Kieran. Laisse la cour choisir un nouveau leadership. Quelqu'un dont la loyauté n'est pas partagée entre la couronne et la famille. Kieran sentait les calculs tourner encore dans son esprit, cherchant l'angle, le coup qui sauverait tout, le moyen de garder à la fois le trône et sa sœur, et il savait que Marcus le regardait, savait que c'était le moment qui définirait tout ce qui suivrait. Et l'ancien Kieran, le roi que sa mère avait façonné pendant 3 siècles, choisirait le pouvoir, sacrifierait Anna sans hésitation, prouverait son aptitude à régner par un pragmatisme impitoyable. Il leva la main et retira la chevalière de son doigt. La marque de la royauté, lourde d'or et ancienne, et il la posa sur la table de pierre avec un son qui résonna dans le silence soudain.
Je n'échangerai pas la vie de ma sœur contre une couronne, dit-il, sa voix stable malgré la façon dont ses mains voulaient trembler. Si cela me rend inapte à régner, qu'il en soit ainsi. Le silence qui suivit ressembla au moment avant une exécution, totale et absolue, et Kieran regarda son propre reflet dans les murs en miroir, se vit multiplié une douzaine de fois, tous paraissant petits et exposés sans la bague, et il pensa: je viens de tout abandonner, 300 ans de pouvoir partis en un seul choix. Et la terreur était presque écrasante, mais en dessous il y avait autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Cassia se reprit la première, tendant la main vers la bague avec des doigts qui ne cachaient pas tout à fait leur empressement. La cour accepte votre abdication, et puis la voix de Marcus traversa la pièce, nette et certaine. La marque du gardien est liée à la vie d'Anna. Si vous la tuez, vous me tuez, et la marque ne s'arrête pas à ma mort, elle passe au protecteur suivant. Tuez-moi, et elle marquera l'un de vous, vous passerez l'éternité à chasser des gardiens. Kieran vit immédiatement le bluff, vit la façon dont la mâchoire de Marcus était serrée, et sa conviction absolue, malgré le fait qu'il n'avait aucune idée si ce qu'il disait était vrai. Elaine Thorne demanda: est-ce exact? Et Kieran croisa le regard de Marcus de l'autre côté de la pièce et vit le pari désespéré là. Vit l'humain tout mettre en jeu pour une femme qu'il n'avait jamais rencontrée et un roi vampire qui ne lui avait causé que des ennuis. Et Kieran fit un choix. Oui, dit-il en se tournant vers le conseil. Ma mère a lié le secret à une chaîne éternelle. La mort d'Anna déclenche une cascade que vous ne pouvez pas contenir. Elle s'est assurée que tuer ma sœur coûterait plus que ce que n'importe lequel d'entre vous est prêt à payer. C'était un mensonge complet et évident pour quiconque connaissait la mécanique des marques de gardien, mais la conviction de Marcus l'avait vendu et la confirmation de Kieran l'avait scellé. Et il regarda les aînés échanger des regards, calculant le risque par rapport à la récompense, et l'expression de Cassia devint froide. Nous devons consulter les précédents, une suspension, 30 minutes, et le conseil se dispersa, laissant Kieran et Marcus seuls dans la salle au miroir. C'était un bluff dangereux, dit Kieran, et Marcus haussa les épaules. Ça a marché, et Kieran faillit rire. Pour l'instant, ils découvriront que nous mentons, et quand ils le feront, et il ne termina pas car les portes en verre volèrent en éclats vers l'intérieur, explosant dans une gerbe de cristal, et Anna se tenait dans l'embrasure de la porte, flanquée de 2 exécuteurs de Cassia, et elle était terrifiée, furieuse et vivante. Quelqu'un veut bien m'expliquer pourquoi j'ai été traînée de chez moi par des étrangers qui disent que je suis la sœur secrète du roi des vampires, dit-elle, sa voix tremblante mais le menton haut, défiante, et Kieran sentit 300 ans de chagrin, d'amour et de terreur s'abattre sur lui d'un seul coup parce qu'elle était là, sa sœur, sa jumelle, l'autre moitié de lui-même qu'il avait pleuré pendant des siècles, et il ne pouvait pas parler, ne pouvait pas bouger, ne pouvait que la fixer. Marcus s'avança. Anna, je suis Marcus. Nous avons parlé au téléphone. Je suis désolée que ça se soit passé comme ça, mais tu es en danger. Ces gens te veulent morte, parce que tu es la preuve vivante que leur monde n'est pas aussi pur qu'ils le prétendent. Et les yeux d'Anna trouvèrent Kieran. Tu es mon frère? 3 siècles de contrôle exercé, de murs soigneusement construits, de règne par la peur et la certitude absolue, et la voix de Kieran se brisa quand il réussit enfin à parler. Je te croyais morte. Pendant 300 ans, j'ai cru que j'étais seule. La colère d'Anna se fissura, son expression devenant plus douce, plus vulnérable, et elle fit un pas de plus. J'ai toujours eu l'impression de ne pas être tout à fait à ma place, comme s'il me manquait quelque chose, et elle le regarda avec des yeux qui étaient le miroir des siens, le même gris pâle, la même intelligence vive, et elle demanda: es-tu vraiment? Et Kieran dit: je suis réel, tu es réel, et je ne les laisserai pas te faire de mal. Le conseil revint, Cassia en tête, et elle dit: nous avons pris une décision. Anna Volkov se soumettra à un rituel de liaison qui la privera de toute prétention à la lignée vampirique.
En échange, Kieran pourra conserver le trône. Anna vit, mais seulement comme une branche coupée, et Marcus demanda ce que cela signifiait, et un autre aîné expliqua avec une précision clinique. Le rituel brûle toute trace d'héritage vampirique de son sang humain, c'est atroce mais pas fatal, elle sera complètement, irrévocablement humaine après, aucune prétention à la succession, aucune menace pour la lignée. Anna regarda Kieran. Est-ce que ça me protégera? Et il ne put parler, l'horreur lui serrant la gorge. Alors il hocha simplement la tête, et Anna dit alors je le ferai. Et le sang-froid de Kieran vola en éclats. Non, je ne les laisserai pas. Je trouverai un autre moyen. Mais Anna prit sa main, sa poigne chaude, humaine et incroyablement courageuse. J'ai vécu 25 ans sans savoir que tu existais. Si ça nous donne une chance de nous connaître, ça en vaut la peine. Ils apportèrent les instruments rituels, de l'argent ancien et de l'os sculpté, et Anna s'agenouilla au centre du cercle pendant que Cassia prononçait des mots dans une langue plus ancienne que le latin. Et quand la magie s'enflamma, Anna hurla, un son qui se répercuta sur la pierre et le verre et se multiplia dans les miroirs jusqu'à ce que l'on ait l'impression que 100 personnes criaient. Et Marcus attrapa sa main et la tint fermement pendant qu'elle convulsait, et Kieran regardait, impuissant, sa sœur souffrir pour une lignée dont elle n'avait jamais demandé à faire partie, pour un héritage qu'elle avait vécu toute sa vie sans savoir qu'elle l'avait. Le rituel dura 7 minutes qui parurent des heures, et quand ce fut terminé, Anna s'effondra, inconsciente mais respirant, et la marque sur la main de Marcus s'était estompée en une faible cicatrice argentée, à peine visible, et Kieran sentit le lien du gardien se rompre comme une corde qui casse, sentit Anna devenir juste humaine, juste sa sœur, non plus un secret politique, mais une personne, fragile, mortelle et sienne. Cassia sourit, froide et satisfaite. Succession confirmée, longue vie au roi, et le conseil répéta les mots en chœur, et Kieran regarda Anna, inconsciente sur le sol de pierre, Marcus berçant sa tête et vérifiant son pouls avec les mouvements efficaces de quelqu'un qui avait une formation médicale, les aînés qui avaient transformé son choix en soumission et l'avaient appelé miséricorde, et il pensa « Vous pensez que c'est fini? Ça ne l'est pas. J'ai choisi la famille plutôt que le pouvoir, et vous me l'avez fait payer par le sang. Mais je suis toujours roi, et maintenant, je n'ai plus rien à perdre. » Il croisa le regard de Cassia et le dit à haute voix. « Vous pensez que c'est fini? Ça ne l'est pas. » Et son sourire vacilla un instant avant qu'elle ne se reprenne. Et Kieran sut qu'il s'était fait une ennemie pour la vie, mais il s'en fichait parce qu'Anna était vivante. Et Marcus la tenait comme si elle comptait, et l'aube pointait à travers les hautes fenêtres, une lumière pâle rendant tout délavé et nouveau. Ils transportèrent Anna dans le bureau de Kieran, Marcus refusant de la quitter, et Kieran s'assit en face d'eux et regarda sa sœur respirer, son visage paisible dans l'inconscience. Et il pensa au dernier cadeau de sa mère, à la façon dont elle avait lié un étranger pour protéger la fille qu'elle avait cachée, à la façon dont elle avait confié à un agent d'entretien humain le secret qui pouvait détruire tout ce que Kieran avait construit, et peut-être, juste peut-être, qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait, peut-être qu'elle savait que Kieran avait besoin de quelqu'un comme Marcus, quelqu'un qui se tiendrait entre lui et ses pires instincts et refuserait de bouger, quelqu'un qui lui montrerait que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse et que la connexion n'était pas un suicide. Quelqu'un qui protégerait sa sœur même si cela signifiait défier un roi vampire. Anna bougea, ses yeux s'ouvrant lentement, et elle regarda Kieran et dit « Salut, mon frère », sa voix rauque d'avoir crié, et Kieran dit « Salut, ma sœur », et quelque chose dans sa poitrine qui avait été gelée pendant 300 ans commença, enfin, à fondre. Marcus était assis dans la maison forestière d'Anna à 23h47 précises, 72 heures à la minute près depuis qu'il avait trouvé Irina mourante dans ce parking, et la symétrie semblait à la fois significative et arbitraire, comme si l'univers traçait une ligne sous un chapitre avant de commencer le suivant. Et Anna était enroulée dans des couvertures sur le canapé,
encore pâle et tremblante après le rituel mais vivante, buvant le thé qu'il lui avait préparé avec des mains qui ne tremblaient que légèrement. Et Kieran était assis, raide, dans un fauteuil près de la fenêtre, perché sur le bord comme s'il pouvait avoir besoin de s'enfuir à tout moment. Et Marcus pensa à quel point il était étrange qu'il y a 3 jours. Il était invisible, un agent d'entretien nettoyant les dégâts des autres. Et maintenant, il était assis dans une maison chaleureuse avec un roi vampire et sa sœur nouvellement découverte, liée par le sang, le choix et des circonstances désespérées. Anna rompit le silence la première, sa voix encore rauque mais stable. « Alors, mon frère, raconte-moi tout. » Et Kieran la regarda comme si elle lui avait demandé d'expliquer la couleur bleue à quelqu'un qui était aveugle de naissance. Puis il commença à parler, hésitant au début puis plus vite, les mots se déversant comme s'il les avait retenus pendant des siècles. Il lui parla de leur mère, non pas de la philanthrope dont le visage apparaissait sur les photos des galas de charité, mais de la reine vampire qui avait régné par une cruauté calculée et des mensonges soigneux, qui lui avait dit que sa jumelle était mort-née et l'avait laissé pleurer une sœur qui vivait en fait une vie humaine normale, à 90 minutes de là, cachée, protégée et totalement ignorante. Et il lui parla de la cour, de la politique, du sang et de la peur qui maintenait la société vampirique unie, de 300 ans de solitude, toujours seul, le seul héritier, le seul qui comptait. Et Marcus regarda le contrôle soigné de Kieran se fissurer, se reformer et se fissurer à nouveau, alors qu'il essayait d'expliquer une existence qui défiait toute explication. Anna écouta sans l'interrompre, ses yeux pâles fixés sur le visage de son frère, et quand Kieran cessa enfin de parler, sa voix usée jusqu'à la corde, elle resta silencieuse un long moment avant de dire « Tu ne m'as pas tué, tu as renoncé à ta couronne pour me sauver. C'est suffisant pour l'instant. » L'expression de Kieran fit quelque chose de compliqué, un mélange de soulagement, de chagrin et de gratitude. Et Marcus eut l'impression d'être un intrus dans un moment trop privé pour des témoins. Alors il se leva et dit « Vous deux avez besoin de temps, je devrais y aller. » Mais la voix de Kieran l'arrêta avant qu'il ne puisse faire un pas. « Reste. » Marcus se retourna. « Je ne suis pas de la famille. » Et Kieran dit avec une certitude absolue. « Tu l'es maintenant. » Et Anna hocha la tête, souriant malgré son épuisement. « Tu m'as protégée alors que tu n'avais aucune raison de le faire. Ça fait de toi un membre de la famille. La marque a disparu, mais tu es toujours là, c'est un choix. » Et Marcus sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine, quelque chose qui était tendu et douloureux depuis la mort d'Emma. Et il se rassit parce que ces deux personnes brisées qui s'étaient retrouvées contre toute attente lui offraient quelque chose qu'il pensait avoir perdu pour toujours, et il n'était pas assez stupide pour refuser. Ils restèrent assis ensemble alors que les heures s'écoulaient jusqu'à l'aube, parlant par bribes, Anna posant des questions sur le monde des vampires, avec le genre de curiosité pratique qui faisait sourire Kieran, et Kieran essayant de naviguer dans une conversation humaine normale comme s'il apprenait une langue étrangère, et Marcus préparant plus de thé, trouvant des couvertures et accomplissant les petites tâches de soins qui le faisaient se sentir utile. Et alors que le ciel extérieur commençait à s'éclaircir, les yeux d'Anna se fermèrent, sa respiration se régularisant en sommeil. Et Kieran ajusta soigneusement ses couvertures avec des mouvements si doux qu'ils semblaient douloureux. Marcus sortit, et Kieran le suivit, et ils se tinrent sur le porche, regardant la brume monter à travers les cèdres, la forêt argentée et silencieuse, la lumière de l'aube filtrant à travers les branches en rayons d'or pâle, et l'air sentait la terre humide, la fumée de bois et cette odeur propre particulière qui vient après la pluie. Et Marcus dit « Que vas-tu faire maintenant? Cassia est toujours au conseil. Elle agira contre toi tôt ou tard. » L'expression de Kieran se durcit, quelque chose de froid et de déterminé s'installant sur ses traits. Quel essai! Elle pense avoir gagné parce que j'ai gardé le trône. Elle ne réalise pas que j'ai cessé de jouer selon ses règles.
et il se tourna pour regarder Marcus. Je vais démanteler le conseil, reconstruire la cour en quelque chose qui ne se dévore pas, ça prendra des décennies, je me ferai des ennemis, je mourrai probablement en essayant, mais j'en ai fini de régner comme ma mère me l'a appris, j'en ai fini de choisir le pouvoir avant tout le reste. Marcus sentit le poids de cette déclaration, l'énormité de ce que Kiran proposait, et il dit « Tu auras besoin d'alliés », et la voix de Kiran s'adoucit. « J'aurai besoin de quelqu'un qui me rappelle pourquoi c'est important. Quelqu'un qui se tient entre les monstres et les innocents, même quand c'est suicidaire. Quelqu'un qui me dit la vérité. » Et il regardait Marcus maintenant avec une intensité qui rendait la respiration difficile. « Tu es exactement ce dont j'ai besoin, si tu es d'accord. » Marcus pensa à son studio, à 5 ans de quart de nuit et d'invisibilité délibérée, à la petite vie sûre qu'il s'était construite pour éviter de jamais tenir la survie de quelqu'un d'autre entre ses mains inadéquates. Puis il pensa au courage d'Anna, au choix de Kiran de tout abandonner pour sa famille, à la marque du gardien qui l'avait forcé à compter à nouveau, et il réalisa qu'il ne voulait pas retourner en arrière, ne voulait plus être invisible, ne voulait plus passer le reste de sa vie à fuir le souvenir du visage de sa sœur. « Je suis un agent d'entretien, » dit-il. « Je ne suis pas fait pour la politique des vampires. » Et Kiran s'approcha. « Tu as tenu tête à un roi, tu as bluffé un conseil d'aînés, tu as tenu la main de ma sœur pendant qu'elle brûlait. Tu es exactement ce dont j'ai besoin, si tu es d'accord. » Et Marcus entendit la question sous les mots, entendit Kiran lui demander de rester non seulement pour Anna, mais pour lui, pour ce que cette connexion fragile entre eux pourrait devenir. Et Marcus dit « Je suis d'accord. » Le sourire de Kiran fut rare, sincère, et disparut presque avant que Marcus ne puisse l'enregistrer, remplacé par quelque chose de plus compliqué. « Bien. Parce que je viens de recevoir un message indiquant que 3 autres cours de vampires ont entendu parler du drame de ce soir. Elles viennent à Portland pour évaluer la stabilité. Nous avons 1 semaine pour nous préparer. » Et Marcus rit, épuisé, exalté et légèrement hystérique. Bien sûr que nous l'avons. Ils se tournèrent pour rentrer, et Anna était réveillée, les observant à travers la fenêtre avec un sourire entendu qui fit se demander à Marcus exactement combien elle avait entendu, et elle ouvrit la porte. « Vous restez pour le petit déjeuner, tous les deux, et Kiran, tu vas apprendre à faire des pancakes comme une personne normale. » Et Kiran parut sincèrement horrifié. « Je ne cuisine pas, je n'ai pas cuisiné depuis 3 siècles. » Et Anna se contenta de sourire. « Alors il est temps de réapprendre, mon frère, allez. » À l'intérieur de la cuisine chaleureuse, Anna sortit de la farine, des œufs et du lait, expliquant à Marcus la recette de sa grand-mère, pendant que Kiran se tenait maladroitement près du comptoir. Et quand Anna lui tendit un œuf et lui dit de le casser, il le tint comme s'il allait exploser. Et Marcus regarda un roi vampire de 300 ans se débattre avec la préparation d'un petit déjeuner de base et sentit le rire monter dans sa poitrine, un vrai rire, le genre qu'il n'avait pas connu depuis avant la mort d'Emma. Kiran cassa l'œuf trop fort et mit de la coquille partout, et jura dans une langue qui ressemblait à du latin mais en plus ancien, plus dur. Et Anna rit, Marcus rit, et même la bouche de Kiran s'étira en quelque chose qui ressemblait à de l'amusement. Et ils se tinrent dans la lumière dorée du matin à faire des pancakes terribles, de la farine sur les comptoirs et des coquilles d'œufs dans la pâte. Et Marcus aperçut son reflet dans la vitre de la fenêtre et vit quelqu'un qu'il ne reconnut presque pas. Pas l'homme qui avait échoué avec sa sœur, pas l'agent d'entretien invisible se cachant de la responsabilité, mais quelqu'un qui avait choisi de protéger une étrangère et avait réussi, quelqu'un qui avait tenu tête à un roi vampire et avait survécu, quelqu'un qui avait de nouveau une famille, même si cette famille était étrange, fragile et construite sur une crise. La marque avait disparu de sa paume, mais la cicatrice argentée restait, faible mais permanente, et Marcus pressa son pouce contre elle et pensa « Une preuve. La preuve que tout cela est vraiment arrivé, que j'ai fait un choix qui a compté. » Dehors, au-delà du cercle chaleureux de la maison,
Une berline noire était à l'arrêt au bord de la route forestière, cachée dans les ombres du petit matin, et à l'intérieur, un vampire aîné tenait un téléphone à son oreille et disait « Volkov s'est ancré à 2 humains. L'une est sa sœur, l'autre est incertain mais clairement significatif. Les deux sont des leviers, et après une pause. Oui, procédez à l'évaluation de Portland. Voyons à quel point ces nouvelles convictions sont solides quand nous les testerons correctement. » L'appel se termina. Le moteur de la berline se mit à ronronner, et elle s'éloigna sur la route forestière, ne laissant aucune trace à part des marques de pneus dans le gravier humide qui disparaîtrait avec la prochaine pluie. Et à l'intérieur de la maison, aucun d'eux ne le remarqua parce qu'Anna essayait de retourner un pancake et échouait de façon spectaculaire, la pâte éclaboussant la cuisinière. Et Kieran essayait d'aider et ne faisait qu'empirer les choses. Et Marcus riait si fort que ses côtes lui faisaient mal, et le moment semblait incroyablement fragile et incroyablement précieux, comme quelque chose qui pourrait se briser à la moindre pression, mais qui était beau exactement à cause de cette fragilité. Anna réussit finalement à produire quelque chose de vaguement en forme de pancake, brûlé d'un côté et cru au milieu, et elle le présenta avec une fierté exagérée. Le petit déjeuner est servi, et ils mangèrent quand même les terribles pancakes, assis autour de la table de la cuisine d'Anna, alors que la pleine lumière du matin entrait à flots par les fenêtres. Et Kieran dit « C'est affreux », et Anna dit « Je sais, n'est-ce pas génial ?» Et Marcus pensa que c'était probablement le premier petit déjeuner familial normal que Kieran avait connu en 300 ans. La première fois qu'il s'asseyait à une table avec des gens qui se souciaient de lui sans calcul ni manœuvre politique. Et il regarda le roi vampire se débattre avec l'intimité inhabituelle de la situation, le regarda se détendre progressivement, regarda les murs qu'il avait construits au fil des siècles commencer à tomber brique par brique. Ils parlèrent de la suite, des cours de vampires arrivant à Portland, du plan de Kieran pour réformer le système de l'intérieur, de la manière de protéger Anna pendant que tout le reste s'effondrait et se reconstruisait. Et Marcus réalisa qu'il faisait maintenant partie de la planification, son opinion recherchée et valorisée, et c'était terrifiant, exaltant et exactement ce dont il avait besoin. Anna demanda « Alors, qu'est-ce que je fais? Je retourne juste à ma vie normale et je fais comme si rien de tout ça n'était arrivé. » Et Kieran dit « Tu fais ce que tu veux, tu es libre maintenant, entièrement humaine. Sans prétention au trône, sans valeur politique, tu peux t'en aller. » Et Anna le regarda comme s'il était un idiot. « Je viens de découvrir que j'ai un frère qui a tout abandonné pour me sauver. Je ne m'en vais pas. Je reste ici. Tu es coincé avec moi. » Et l'expression de Kieran fit à nouveau cette chose compliquée, gratitude, peur et espoir désespéré, et il dit doucement « Je ne sais pas comment être un frère. » Et Anna dit « Moi non plus, nous trouverons ensemble. » Marcus se leva pour débarrasser la vaisselle, et Kieran l'arrêta avec une main sur son poignet, le contact léger mais délibéré. « Merci, pour tout, pour l'avoir protégé, pour m'avoir tenu tête, pour être resté. » Et Marcus regarda les yeux pâles du roi vampire et y vit quelque chose qui lui coupa le souffle, quelque chose de brut, de vulnérable et de totalement différent du prédateur froid qu'il avait rencontré à la citadelle de Verre 4 jours plus tôt. Et il dit « De rien » et le pensait complètement. Dehors, la forêt était maintenant complètement éveillée, les oiseaux chantant dans les cèdres, la lumière du soleil perçant la canopée en rayons dorés, et le monde au-delà du sanctuaire d'Anna était toujours dangereux, toujours rempli d'ennemis, de machinations politiques et de cours de vampires venant tester la détermination de Kieran, mais pour l'instant, à ce moment précis, ils étaient en sécurité, tous les trois ensemble dans la maison chaleureuse, des gens brisés qui s'étaient trouvés et avaient choisi la famille avant tout le reste. Et Marcus pensa « C'est suffisant, pour l'instant, c'est suffisant. Nous affronterons ce qui viendra ensuite ensemble. Et c'est plus que ce que j'ai eu en 5 ans. » Kieran tenait toujours son poignet, le pouce pressé contre la faible cicatrice argentée où se trouvait la marque du gardien,
Et Marcus ne se dégagea pas. Et Anna les regarda avec ce sourire entendu et ne dit rien. Et la matinée s'étira, paisible, temporaire et parfaite, et ils la laissèrent faire, se permirent ce moment de calme avant que la prochaine crise ne frappe, avant que les cours de vampires n'arrivent, avant que Cassia ne fasse son prochain coup, avant que le long et dangereux travail de reconstruction ne commence. Et Marcus regarda Kieran et Anna et pensa « La famille, voilà ce que c'est. La famille, désordonnée, compliquée, et valant la peine de se battre pour elle, de mourir pour elle s'il le fallait. Et il avait passé 5 ans à fuir exactement ce genre de lien, mais maintenant qu'il l'avait de nouveau, il n'allait pas le lâcher, pour rien au monde, jamais.